Bonjour et bienvenue dans Resolve 101, les bases de DaVinci Resolve. Maintenant que notre vidéo est passée par toutes les pages du Resolve, on va aller dans la page Deliver, on va exporter notre vidéo pour pouvoir enfin avoir un fichier terminé et pouvoir la montrer au monde entier. On y va tout de suite, on ne traîne pas, le générique et la page Deliver. Nous nous sommes quittés dans la page Fairlight, dans la vidéo précédente. Nous allons immédiatement sauter dans la page Deliver, qui est la dernière page ici du Resolve. On y va, et nous voilà donc dans cette page Deliver, maintenant que nous avons fait tout ce que nous souhaitions faire dans notre projet, sur notre timeline, dans toutes les pages précédentes, le montage, le mixage, tout est fait. Nous allons maintenant donc travailler à exporter notre projet. En l'occurrence, notre timeline pour le moment. Donc à nouveau, si on refait rapidement un tour de cette page, ici en haut nous avons les réglages de render, les réglages d'export, de rendu. Ici un onglet qui s'appelle Tape. Lorsqu'on clique dessus, on va avoir autre chose, mais on va être sur quelque chose d'export pour, à mon avis, c'est quelque chose que personne ici n'utilisera, donc on va pas le voir. Donc on va revenir tranquillement à nos réglages de render. Ici, nous avons un onglet Clips, à nouveau, parce que nous allons pouvoir soit masquer, soit afficher les clips qui sont dans notre timeline. On a vu ça dans les pages précédentes, notamment dans la page Color. Nous avons toujours cet onglet qui nous permet de trier les clips en fonction de leur couleur, des marqueurs, etc. Voilà, on va les laisser afficher, on pourrait les enlever, mais on va les laisser afficher, ils ne nous gênent pas, au contraire. Et puis ici, là-bas, à droite, un seul petit menu, c'est la file d'attente des rendus ici, la render queue, vous l'avez ici, la file d'attente des rendus. On ne peut pas la supprimer, celle-ci, elle reste là, oui, j'ai beau cliquer dessus, elle reste, parce que c'est ici que nous allons, en fait, préparer nos rendus ici, à gauche, vérifier ce qu'on a à faire comme export et comme rendu ici au centre, et puis mettre les travaux en attente ici dans la file d'attente, dans la queue, pour après rendre nos travaux. Alors, à nouveau ici, le projet 1, la timeline 1, on pourrait changer de timeline ici à la volée. Ça c'est intéressant parce que nous sommes ici en fait dans la page de Deliver, pour livrer nos vidéos du projet, ce qui fait qu'on peut aller choisir la timeline qu'on veut exporter. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on peut avoir fait plein de timelines et puis venir ici simplement, une fois qu'elles sont toutes terminées, les exporter, en tout cas les mettre ici dans la file d'attente. Alors, à gauche ici, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un menu qui nous permet d'utiliser des pré-réglages. Voilà, un pré-réglage en H264, des pré-réglages en H265, en ProRes, pour YouTube, pour Vimeo, etc. Nous avons un certain nombre de pré-réglages ici. On a aussi des pré-réglages pour pouvoir exporter vers Final Cut, vers Premiere, les XML, d'autres logiciels de montage, donc que de l'audio, ou encore vers Avid ou Pro Tools pour aller mixer l'audio ailleurs dans Pro Tools par exemple. Donc voilà, ici on a des pré-réglages, ça peut être intéressant de les utiliser. Et après sinon on a les exports custom, ici il y en a que un et il est préparé comme ça. Vous allez voir que grâce au menu d'options, ici on va pouvoir créer des nouveaux pré-réglages ou alors nettoyer notre preset, notre pré-réglage, le remettre à zéro. Voilà. Et on va travailler ça ici, ça va être intéressant de travailler ça. On va simplement terminer de faire le tour. Ici, comme d'habitude, le menu où on peut régler la taille de notre prévisualiseur avec toujours le raccourci Z pour revenir à la taille qu'on souhaite. On a ici toujours la possibilité d'agrandir ces fenêtres, voilà, comme on a l'habitude maintenant dans toutes les pages. Ici, nous avons le timecode, le début, la fin de notre timeline, la durée totale. Ici on nous dit où on est, voilà. Et avec le chevron, on peut aller changer éventuellement de timecode qu'on veut afficher. Voilà. Ici, nous avons l'onglet toujours de les proxys, les préférés des proxys ou préférés les originaux. Ici, ils sont désactivés. Et puis, le menu à nouveau options pour montrer le timecode dans la barre d'outils, les overlays. Ici, lorsque je viens sur mon marqueur ici dans ma timeline, hop, il affiche ici l'overlay de mon marqueur.
ce marqueur n'a pas de nom, je ne lui ai pas mis de nom ou de description, hein. On pourrait le faire, hein. Dans une autre page, on pourrait venir renommer ce marqueur. Si vous voulez, on va le faire comme ça, hop, voilà, ici, je viens double-cliquer, ici, je lui donne un nom, voilà, c'est le seul marqueur de ma timeline, et si je retourne dans ma page Deliver, ici, voilà, le nom a changé, lorsqu'on passe dessus, c'est les overlays, on pourrait les enlever, et là, vous ne le verriez plus, hein, voilà, ici. Alors, je vous rassure, hein, les overlays, lorsque vous allez exporter, vous ne les verrez plus. C'est ici, dans la page Deliver, dans le visualiseur de la page Deliver qu'on les voit. Maintenant que nous avons perçu ça ici, on a encore aussi des options de timeline, comme toujours, hein, voilà. Ces options de timeline, maintenant, vous les connaissez. Je ne vais pas les revoir. Retournez dans les vidéos précédentes si vous voulez les voir, hein, les stack timeline, les pistes des sous-titres, etc. Donc, tout ça, vous le connaissez maintenant. On ne va pas le refaire ici, sinon on ne termine plus. Ici, vous voyez bien que vous avez votre timeline qui est à nouveau affichée. Et voilà. Et lorsque nous allons faire un rendu, nous allons rendre entre les deux points in et out. On pourrait cliquer ici et dire je vais rendre la totalité de ma timeline. Par défaut, c'est là-dessus qu'on arrive. On rend la totalité de sa timeline. Et donc, ça veut dire aussi que voilà, il ne va pas tenir compte des points in et out qui sont ici, mais en même temps, les points in et out, voilà, ils prennent la totalité de la timeline ici, hein. Donc, on pourrait venir ici et dire avec un i, je viens mettre un point ici, un point in, avec le O, je vais mettre un point out, et vous voyez ici, il est tout de suite passé sur je vais rendre la sélection qui est entre mes points in et out. Et si je lui dis à nouveau, on va rendre la totalité de la timeline, il va remettre un point in à 0, un point out tout à la fin. Ici, toujours le petit curseur pour agrandir ou pour réduire les tailles de sa timeline. Le majuscule Z fonctionne aussi, hein, ici, dans la page Deliver. Voilà. Maintenant que nous sommes ici, on va pouvoir décider de choisir les paramètres, les réglages de son export. De suite, on commence par ici, le nom de la vidéo lorsqu'on va l'exporter. Voilà, donc moi je vais dire par exemple, je vais l'appeler Timeline 1, hein, parce que je vous donne le nom que vous voulez, en fait c'est le nom qui va s'afficher dans votre Finder ou dans votre explorateur Windows, hein. Voilà, donc je vais l'appeler Timeline 1, voilà, et puis ici tout de suite, l'idée ça va être d'aller lui trouver, lui dire où est-ce que je veux exporter. On va cliquer sur parcourir et on va aller lui dire où est-ce qu'on veut exporter sa vidéo. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc moi je l'ai mis dans mon T5, hein, avec mes médias, comme ce qu'on a fait depuis le début de cette série de vidéos. Et donc j'ai créé un dossier export et je lui ai dit, voilà, va mettre cette vidéo qui va s'appeler Timeline 01 à cet emplacement-là. Ensuite, on peut choisir de faire un rendu en un seul clip, donc ça veut dire qu'il va prendre toute notre timeline et il va l'exporter en un seul clip, une seule séquence vidéo. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On pourrait lui dire d'exporter en clip individuel, donc en fait il va exporter chaque clip individuellement. Attention, lorsque vous faites ça, ça peut être intéressant d'exporter chaque clip parce que vous avez besoin de les réutiliser autrement et de manière unique. Simplement, lorsque vous exportez les clips de manière individuelle comme ça, et bien en fait il va exporter les clips avec les éléments de comment vous avez modifié leur taille, les corrections colorimétriques, et il va les synchroniser avec la source audio. Mais il peut manquer des éléments parce qu'il va aller servir à la source et pas finalement dans votre timeline. Donc attention à ça, ça peut être vraiment intéressant. Par exemple, si vous voulez synchroniser des éléments entre eux, son et image, et que vous voulez les réexporter de manière individuelle pour les réutiliser déjà synchronisés. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut exporter notre timeline en entier. C'est souvent ça qu'on veut faire, hein, c'est notre vidéo en entier. C'est ça qui est intéressant. Ici, la coche exporter la vidéo, parce que si vous l'enlevez, eh bien, en fait, on va avoir un petit problème, il ne va pas vous exporter la vidéo, donc après vous avez un écran noir, hein, puisque vous n'auriez que l'audio. Pareil, l'onglet audio ici, il faut bien faire attention que par erreur, on n'aurait pas décoché ça, sinon vous n'auriez plus le son de votre vidéo. Et puis ici, vous avez un onglet fichier où il va vous donner voilà, ce que vous voulez utiliser comme le nom de votre fichier. Alors, le custom, hein, c'est celui qu'on a mis ici. On pourrait utiliser le nom de la timeline. Voilà, il l'appelle timeline 1. Alors, le truc, c'est que moi, je l'avais appelé timeline _01. Donc, je vais peut-être changer ça pour qu'on voit bien la différence. Donc, je vais l'appeler mon projet. Voilà. 01, on modifie le titre. De toute façon, on n'avait rien encore envoyé, hein, donc là, on peut modifier autant de choses qu'on le souhaite. Donc ici, voilà, si on veut le nom
prédéfini, bah, ça va être mon projet 1. On pourrait lui mettre un suffixe. Il y a des choses avec les suffixes, hein. Si on va commencer à mettre un pourcentage, voilà, on peut aller lui dire, voilà, d'aller choisir des éléments. On peut en choisir plein parmi les métadonnées. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir des métadonnées qui soient correctes. Donc en fait, on pourrait aller chercher plein de choses là-dedans. En mettant pourcentage, on va choisir. En fait, ça va s'incrémenter tout seul en fonction du besoin. Voilà, moi je vais pas le faire, hein. C'est un peu plus compliqué. Puis c'est pas le but. On pourrait aller créer des sous-dossiers et puis on peut utiliser des choses avec, voilà, utiliser 8 caractères pour le nom, etc. Enfin, tout ça, on peut aller modifier un certain nombre de choses. Voilà. Ici, il vous dit ce qui est utilisé sur le disque et ce qui sera utilisé après le rendu. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Et puis, voilà, on va revenir donc maintenant sur notre vidéo, parce que c'est ça qui va être le plus intéressant. C'est ici comment on va exporter notre vidéo, comment on exporterait notre audio. L'audio, c'est plus simple, on va commencer par ça, puisque du coup, voilà, le codec, hein, on peut aller choisir du MP3, de l'AAC, etc. Le linéaire PCM, hein, c'est dans le même état que la source. Le sample rate, hein, comme le projet, on est en 48 000 Hz par défaut. On pourrait le changer, ou 4400 si vous avez besoin, ou autre chose. Voilà. Le bit depth, hein, voilà, 16, 24 ou 32 bits. Je pense que sur l'audio, il vaut mieux éviter de trop jouer, à moins que vous ayez vraiment des besoins spécifiques, mais on est dans les bases, hein, de Resolve, donc on va pas aller chercher trop compliqué. Là, avec ces réglages-là, vous exportez tranquillement vers YouTube, ou vers votre smartphone, ou vers votre télé, votre iPad. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous pouvez partager vos projets comme ça. On viendrait modifier ça si on avait une commande vraiment précise avec des réglages qu'il ne faut pas dépasser. Ici, vous avez la sortie, hein, donc là on est sur le bus 1 en stéréo. Le bus 1, souvenez-vous, hein, c'est le master, donc en fait il va prendre toutes les pistes. On pourrait lui dire voilà, soit de sortir le bus 1 uniquement en stéréo, soit d'exporter toutes les pistes de la timeline séparément, ou alors de choisir seulement quelle piste de la timeline on veut exporter. On pourrait exporter que l'audio 1, voilà, la piste 1, ou que la piste 2 ou 3, hein. Il suffit ici de venir changer, hein, voilà, la 3, hop, on viendrait exporter que la piste 3 qui est en mono. Vous voyez, il l'a réglé tout de suite, tout seul, en mono. Voilà, si on vient sur la 1, elle est, elle, en stéréo. Ça c'est intéressant si jamais, par exemple, vous travaillez fort avec, vous créez une seule piste en 5.1 par exemple. Voilà, on l'a pas vu, hein, dans la page Fairlight, mais voilà, parce on serait plus sur les bases, mais voilà, par exemple, on pourrait créer sur différentes pistes différents exports, un export en 2.0 en stéréo, un export en 2.1 avec un caisson de basse, un export jusqu'à 5 points, voire plus, hein, on peut aller dans le Dolby Atmos, et en fait on viendrait lui dire, non, sors-moi uniquement ma piste 8, 12 ou 32, je sais pas, qui elle est en 5.1, et comme ça on ferait un export, on choisirait pour quel format audio on exporte. Donc là, nous, on va se laisser rester sur le bus 1 en stéréo. Il y a des options de normalisation de l'audio ici qui sont intéressantes. On les a vues, la normalisation, on l'a vu un petit peu dans la page Fairlight précédemment. Hein, vous savez, pour ne pas dépasser des maximums. Et donc en fait, l'idée, ça va être de dire, voilà, est-ce que je veux normaliser ma vidéo, par exemple, pour YouTube, pour ne pas venir exploser mes vumètres, hein, mes niveaux, pour que YouTube n'ait pas besoin, lui, une fois que j'aurai exporté ma vidéo, de réappliquer une normalisation parce que je serai ou trop fort ou trop faible et que je viendrai taper et exploser les vumètres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez la sortie de la track 1, parce que là on va pas le développer non plus, mais si vous avez une piste avec du dialogue et une piste et des pistes avec de la musique, si vous lui dites de normaliser l'audio et que vous avez des différences d'audio entre votre dialogue et votre musique, il va tout normaliser. Donc faut être attentif, faut lui dire de normaliser que le dialogue par exemple, parce que sinon vous risquez d'avoir des petits soucis au niveau de la sortie. Bon, moi je vais pas le faire ici, mais voilà, sachez que cette possibilité est là, mais la normalisation on peut la faire déjà dans Fairlight avant, et c'est plutôt recommandé de le faire. Ensuite donc on revient sur notre onglet vidéo, c'est là où on va avoir plein de réglages possibles. Le format de sa vidéo, voilà, hein, ici vous choisissez le format qui vous intéresse, de l'AVI en passant par plein d'autres formats. QuickTime, moi ici parce que je suis sur un Mac, mais il y a aussi du MP4 par exemple, donc voilà, on pourrait être en QuickTime, moi je peux y rester. Et puis le codec, H.264, H.265, ce sont des codecs plutôt intéressants pour l'export. Il y a un bruit qui court que Resolve n'est pas très bon à H.264, H.265, et donc il vaudrait mieux exporter directement. Alors,
en Apple ProRes lorsqu'on est sur un Mac, en DNX quand on est sur un PC, et d'aller faire ensuite sa compression H264, H265 à l'extérieur dans autre chose. Voilà, c'est un choix. On va avoir une taille bien différente si on est en Apple ProRes ou en DNX par rapport au H264, H265. Hein, c'est plus lourd, hein, le ProRes, c'est moins compressé, et donc c'est beaucoup plus lourd en fait à l'export. Voilà, vous verrez ça aussi lorsque vous choisirez de le faire. Puis même lorsqu'on est en ProRes, et bien du coup on peut aller choisir la qualité du 422 proxy jusqu'au 4444XQ. Voilà, admettons qu'on reste en 422 haute qualité, HQ, ça peut déjà être pas mal. L'entrelacé, aujourd'hui, ça se rencontre très peu, on est plutôt en progressif. Hein, quand on dit du 1080p par exemple, on est beaucoup plus en progressif. Voilà, ça peut servir parfois de rendre en entrelacé, mais bon, voilà. Ici vous avez une optimisation pour les networks, hein, pour l'internet. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Moi, je la coche jamais, puisque en fait, lorsqu'on est dans des réglages comme ça, hein, en QuickTime Apple ProRes, on est plutôt sur ce qu'on appelle un export master. Il n'y a pas beaucoup de compression, on n'y apporte pas beaucoup de compression. Donc voilà, l'idée c'est plutôt d'être là-dessus. Après, voilà, voyez si ça change quelque chose pour vous lorsque vous cochez ou non cette option. Et puis ensuite, on a la résolution. Là, on vient choisir la résolution dans laquelle on veut exporter, puisque là, on prend vraiment tout le sens de ce qu'on s'est dit depuis le tout début de cette série de vidéos. C'est-à-dire que, eh bien, on a fait des réglages. Les réglages qu'on a fait de notre projet, de notre timeline, et même des réglages généraux du Resolve, nous amènent à avoir travaillé en 1920 par 1080. C'est comme ça qu'on a bossé depuis le début de notre série de vidéos. Et donc là, on prend ensemble le sens vraiment de à quoi sert la réflexion en tout début de projet, parce que c'est ici qu'on se retrouve avec ce qu'on avait préparé avant. Alors, dans la résolution, ça pose pas trop de problème, puisqu'on était en 1920 par 1080, on va pouvoir aller baisser sa résolution. Mais par contre, et si maintenant je veux exporter en 4K, ici par exemple, je vais prendre de l'Ultra HD, je vais cliquer, il va l'accepter, Resolve l'accepte. Lorsque je vais cliquer sur ajouter à la file d'attente, je vais le faire, il va me mettre une boîte de dialogue qui me dit attention, vous voulez exporter à une résolution supérieure que celle dans laquelle vous avez travaillé. J'ai travaillé en 1080p et je veux exporter de la 4K. Donc Resolve va le faire, mais il va upscaler, hein, il va faire de l'upscale, donc il va tricher, clairement, il va créer une vidéo dans une résolution supérieure. Donc là, c'est important de savoir dans quoi on a travaillé, puisque notre timeline était, elle, en 1080p, et là, je veux exporter en 4K. Donc voilà l'idée, c'est-à-dire que si je savais que je voulais exporter pour de la 4K, il aurait mieux fallu que je travaille dans une timeline 4K, avec des fichiers 4K, évidemment, bien entendu, parce que de toute façon, si on travaillait avec une source 1080 pour exporter de la 4K, il l'aurait upscalé quand même. Hein. Mais là, l'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà, moi, je savais que depuis le début de mon projet, j'allais exporter en 1080, donc en fait, j'ai travaillé en 1080 et dans mon projet et dans ma timeline. Donc voilà, sachez, c'est là que ça se passe, quoi. Ici, on peut choisir d'utiliser une résolution verticale pour les réseaux sociaux. Donc au lieu d'être en 1920 par 1080, vous voyez, lorsqu'on clique sur utiliser une résolution verticale en passant 1080 par 1920, attention, on peut avoir des problèmes de recadrage, hein, parce que du coup votre sujet peut sortir s'il n'est pas centré. Donc le mieux c'est quand même de préparer, si vous voulez exporter vers du vertical, c'est quand même de préparer votre timeline en vertical tout de suite pour pouvoir venir l'exporter ensuite en vertical. Ici, le framerate, on est à 25 images secondes, et là aussi, à nouveau, comme je l'ai dit juste avant sur la résolution, c'est hyper important d'avoir travaillé son projet d'abord, parce que lorsqu'on vient ici, on n'a pas de choix. Voilà. Et on n'a pas le choix, pourquoi? Mais parce que notre timeline, elle est en 25 images secondes, et donc on ne peut pas l'exporter autrement qu'en 25 images secondes. Là, on a vraiment un souci, un sujet, en fait, hein, de comment je veux exporter. Est-ce que je veux exporter en 25 images secondes, en 30 images secondes, en 50 parce que on ne pourra pas venir le changer ici dans la page Deliver. C'est pas complètement rédhibitoire, mais ça nous obligerait à retourner dans la page Edit, par exemple, ou dans une des pages précédentes, de recréer une nouvelle timeline dans un autre framerate, pardon, de revenir un peu beaucoup en arrière quand même dans notre projet. Par exemple, souvent ce qu'on voit, c'est des timelines, en tout cas des rushs qui ont été tournés en 50 images secondes ou en 24 images secondes, qui sont jetés dans la timeline.
Resolve va vous proposer de modifier le framerate ou non. Si on ne le fait pas, on va se retrouver avec une timeline en 50 images secondes ou en 24 images secondes par exemple. Et lorsqu'on veut exporter en 25, parce qu'en Europe ici, on est en 25 images secondes, eh bien on ne pourra pas venir le faire ici. Il faudrait revenir en arrière, recommencer, changer le framerate de sa timeline, et puis revenir ici exporter. Ça peut avoir, non seulement ça nous fait revenir en arrière, donc si on l'a pensé avant, et vous allez voir dans le podcast qui accompagne ces vidéos, et on va parler de ça. Perdre du temps pour en gagner. Donc perdre du temps au début du projet, en sachant ce qu'on fait dans sa résolution, dans son framerate, pour pouvoir en gagner à la fin, parce que ça nous évite, lorsqu'on arrive ici au tout dernier, on est dans les tout derniers moments de notre travail, avant d'exporter, eh bien il faudrait peut-être qu'on revienne en arrière parce qu'on a fait une erreur dans son framerate ou dans sa résolution. Voilà les chapitres. Bon, on peut lui dire de créer des chapitres depuis les marqueurs, et on peut choisir depuis quel marqueur. Donc là aussi, ça peut être intéressant, au tout début de son travail dans la timeline, de dire, bah ok, je me mets des marqueurs bleus ou rouges pour me donner des informations à moi qui sont importantes, et puis je vais créer des chapitres avec les marqueurs jaunes, par exemple. Voilà. Et donc comme ça, lorsque je vais être à l'export, je vais pouvoir créer mes chapitres qu'avec mes marqueurs jaunes, et il ne viendra pas prendre en compte mes marqueurs bleus, ce ne sera pas des chapitres, par exemple. Voilà. On peut lui dire d'utiliser un bitrate constant. Alors, vous allez peut-être arriver, vous, dans la page, elle serait peut-être comme ça. Hein. Voilà, les réglages avancés sont peut-être pas ouverts. Donc voilà, donc ici, quand on arrive ici, on peut lui dire d'utiliser un bitrate constant ou d'utiliser le bitrate que lui va estimer être le meilleur en automatique. Le bitrate, ça veut dire, voilà, c'est le nombre d'informations par seconde. Hein. Donc en fait, voilà, il va utiliser plus ou moins, soit il est constant, il va utiliser le meilleur pour lui, soit il va utiliser, si on le décoche, il va utiliser un bitrate variable en fonction du besoin, en fonction de la complexité de l'image qu'il a à traiter. Voilà, je pense qu'il est important quand même qu'on ouvre l'onglet des réglages avancés. Une fois qu'on l'ouvre ici, à nouveau l'aspect ratio des pixels en square ou en cinémascope, le niveau des datas, bon, à vous de voir ce que ça peut changer en fonction de votre besoin. Hein. Là, c'est vraiment, voilà, on peut laisser en automatique, hein. On est dans du 101, on va rester en automatique, on pourra se parler un petit peu des choses des problèmes qu'on rencontre, si on en rencontre, et on viendra essayer de chercher à comment les résoudre, mais là, voilà, dans du 101, dans des bases, l'automatique, ça marche très bien. Le color space tag et le gamma tag. Alors là, on a le mot important, c'est le tag, parce que l'espace colorimétrique et le gamma, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Là, par contre, le tag, en fait, ça va être lorsque vous allez exporter votre vidéo, Resolve va le taguer, c'est-à-dire qu'il va lui donner, je ne sais pas comment le traduire autrement, comment le traduire en français. On va rester sur un tag. Il va lui donner des chiffres, une suite de 3 chiffres, qui vont être reconnus, eux, ensuite, dans les logiciels avec lesquels vous allez regarder votre vidéo. QuickTime, le lecteur YouTube, le VLC qui est très connu, etc. Et donc, ces tags-là, ces trois chiffres, vont permettre au lecteur de savoir comment interpréter l'espace colorimétrique et le gamma. Il y a un vrai problème avec ce qu'on appelle le gamma shift si vous travaillez sur un Mac. Ce problème de gamma shift, vous ne l'avez pas si vous travaillez sur un PC. Si on commence à parler du gamma shift, premièrement, il y a énormément de choses fausses et compliquées et très complexes. Le gamma shift, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, en fonction du lecteur sur lequel vous allez regarder votre vidéo ensuite, dans QuickTime ou ailleurs, dans Safari, dans Google Chrome, sur Internet, dans YouTube ou dans Vimeo, etc., vous risquez d'avoir une différence en fait, et particulièrement une différence qui se voit en termes de contraste. C'est pas un changement de contraste, mais on voit une différence de contraste, c'est-à-dire que vous allez avoir, si je vulgarise beaucoup, en dehors de QuickTime et en dehors de macOS, vous allez avoir une image qu'on va trouver un petit peu délavée, moins contrastée. C'est parce que si on est sur un Mac et qu'on laisse comme ça le tag, au lieu d'avoir un tag 111 lorsqu'on est en Rec 709, on va le faire d'ailleurs, on va se mettre ici en Rec 709. Pourquoi le Rec 709? Parce que le Rec 709, c'est l'espace colorimétrique du broadcast de la télé. On peut aujourd'hui passer en sRGB si on va exporter que sur le web, parce que les écrans, les moniteurs, etc., c'est plutôt du sRGB. Pour le cinéma, c'est autre chose, mais voilà. Le recommandé pour nous qui sommes dans les bases de Resolve, c'est plutôt de sortir en Rec 709. C'est plutôt assez basique, c'est au moins accepté partout, et ça fait en fait, toujours de manière très vulgarisée, ça permet, lorsqu'on exporte en Rec 709, alors là on est sur le tag, hein, notre export il est en Rec 709 parce que ici, dans nos réglages, on a dit qu'on était en Rec 709, hein.
l'espace colorimétrique de sortie, c'est du Rec 709. Ici, c'est le tag du Rec 709 qu'on va lui donner. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va exporter notre vidéo, Resolve va affecter un tag à notre vidéo qui va être le 1 pour que, de manière facile, les autres lecteurs puissent interpréter correctement l'espace colorimétrique. Et ici, le gamma tag, lorsque vous êtes sur un Mac, si vous restez sur comme le projet, donc en fait, le projet, il est bien en Rec 709, le gamma, lui, il est comme on l'a choisi sur notre page color ou sur notre page dans nos réglages. Si on venait ici dans nos réglages, on peut ici venir le choisir, espace colorimétrique et gamma. Et donc par exemple si on venait ici en Rec 709 gamma 2.4, si je venais sauvegarder ici, et bien ici notre tag serait le 1 pour le Rec 709 et le 1 normalement pour le gamma, puisque le gamma 2.4, je crois, si je dis pas de bêtises, alors ça, après ne me flagellez pas si je dis une bêtise, je crois que c'est le 1 aussi. Et donc en fait, on devrait se retrouver avec du 1-1-1 pour que notre vidéo soit interprétée correctement et qu'on n'ait pas ce problème de shift, mais qu'on rencontre que sur Mac, je le redis, pour les personnes qui travaillent sur PC, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser les tags de votre espace colorimétrique et de votre gamma comme votre projet, puisque vous avez fait ce travail-là avant. Pour les gens qui sont sur Mac, il faut aller chercher une petite astuce. C'est plus compliqué que ça, mais normalement, si vous choisissez Rec 709A pour Apple, ça devrait résoudre votre problème de tag. Ça devrait. Vérifiez-le, parce que c'est plus compliqué que ça. Vraiment, quand on commence à mettre le nez dans le problème de gamma shift, on n'en sort plus, en fait. On va bien loin. C'est, comme disent les anglo-saxons, aller dans le rabbit hole, mettre le doigt dans le trou du lapin, c'est-à-dire que voilà, on entre et derrière il y a un monde qui s'ouvre à nous, et voilà, ça peut devenir vite compliqué. Maintenant, on est dans les bases ici de DaVinci Resolve, et si vous êtes le public que j'ai cité dans la toute première vidéo, où vous voulez simplement vous faire raccourcir vos vidéos, les rendre un peu sympas pour pouvoir les regarder sur votre télé ou sur votre smartphone, même sur YouTube, mais pour vous, vos amis et votre famille, bien, vous n'avez pas non plus d'écran calibré qui sortent par un boîtier, un Ultra Studio ou un Decklink de chez Blackmagic pour sortir un flux totalement propre sur un écran qui serait calibré. Donc en fait, voilà, trouvez le moyen de faire en sorte que avec ce tag ici, vous n'ayez pas de différence de gamma en fonction du lecteur et de l'endroit où vous regardez votre vidéo. Mais dès qu'on commence à être un peu plus sérieux, on va devoir aller vraiment mettre le doigt dans quelque chose de beaucoup plus complexe. On va pas le faire ici parce que sinon on s'en sort pas. Regardez, il y a plein de gens qui vous disent plein de choses. Il y a plein de gens qui disent plein de bêtises, j'en ai très certainement dit là aussi, pour essayer de rester simple. Donc voilà, on peut s'en parler dans les commentaires si vous le souhaitez sous cette vidéo, mais voilà, j'ai forcément dit des bêtises pour pouvoir rester le moins compliqué possible. Je ne vais pas toucher à ça pour l'instant, voilà, moi je vais rester là-dessus. Les data burn-in, alors les data burn-in, ce sont des données qu'on peut aller afficher à l'écran en surimpression. On les trouve ici dans le menu Workspace, ici, et vous avez Data Burn-in. Donc ici, on va pouvoir le regarder un petit peu, tiens, ça va nous faire un truc de plus. Dans le Workspace, Data Burn-in, lorsque vous ouvrez ici, voilà, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez afficher en surimpression sur votre vidéo. Donc par exemple, si on prend le timecode, voilà, on va lui dire d'afficher le timecode. Alors on peut choisir plein de choses, plein de réglages, on va pas le faire là, mais sur le projet ou sur certains clips, lorsqu'on va fermer ici sa fenêtre, et bien voilà, il affiche le timecode, vous voyez, il va l'afficher en même temps en réel, voilà, et ça va être, nous on va le voir ici lorsqu'on va regarder notre vidéo, dans tout notre montage, et ici, si on lui dit, ben voilà, à l'export, eh bien, on va faire comme le projet, ben, il va exporter cette surimpression. Par contre, on peut aller lui choisir, on peut lui dire, ben non, je ne veux pas l'exporter. Et en fait, nous, on va le voir ici, voilà. Mais quand vous allez exporter votre vidéo, donc nous, ça peut nous servir, on peut avoir besoin de data burning pour travailler, mais lorsque vous allez l'exporter, ben, il ne va pas les mettre. Donc, par contre, si vous laissez ça comme ça, ben, il va vous exporter le timecode. Donc plusieurs choses, donc soit on veut l'utiliser uniquement pour notre montage et pas pour l'export, donc on va venir ici dire ben, j'en veux pas, ou alors ben, ici on revient dans notre espace Workspace Data Burn-in, on décoche notre burn-in et puis hop, il n'y en a plus.
Voilà. Ici, vous avez un certain nombre d'options. On peut lui dire de ne pas faire de réencodage quand c'est possible, d'utiliser les médias optimisés si on en a créé avant. Là, on peut revenir très tôt dans les vidéos pour voir ce que c'est avec les médias optimisés, on en a parlé plus tôt. Pareil, utiliser les proxys, utiliser le render cache. Le render cache, c'est pareil, je ne le reprends pas ici, sinon, voilà, on en a pour 4 heures, mais tout ça, on l'a vu, ce que c'est qu'un média optimisé, un proxy, et le render cache. Voilà, forcer la taille dans sa qualité la plus haute et forcer le débailleur dans sa qualité la plus haute. Alors le débailleur, c'est quand on travaille avec du RAW. Ici, autoriser flat pass. Moi, je vous avoue, je n'ai jamais utilisé ça, donc à vous de voir si ça peut vous servir. Et ici, on a la mise à taille et le blanking. Alors le blanking, c'est... ça va rien changer si je le coche ici, parce que le blanking, en fait, ça va être, vous savez, si vous pouvez rajouter des bandes, un petit peu comme le cinémascope. On s'est parlé des safe zones la dernière fois, et donc en fait, on peut choisir le format dans lequel on veut utiliser notre vidéo. Je ne vais pas le détailler là, ici, parce que là non plus, ce serait trop long, mais voilà, on peut choisir le format en faisant du blanking, c'est-à-dire on peut rajouter des barres de cinémascope, par exemple, et donc ici, on peut lui dire de le désactiver, ce blanking, ou de le laisser. Bon, voilà, là, on va le laisser, de toute façon, il n'y en a pas, on est en 16/9, donc voilà. Et voilà, et ici, je vous avoue que ça, voilà, on va pas en parler dans cette vidéo. Si je remonte mes réglages avancés et que je vais sur les réglages des sous-titres, on en terminera ici pour ces réglages, et ensuite on va passer au rendu. Eh bien ici, on peut lui demander d'exporter les sous-titres. Alors, tiens, là ça va être intéressant parce que j'avais des sous-titres dans la timeline 2. Cette timeline 2, souvenez-vous, elle a des sous-titres. Donc ils existent, la piste de sous-titres elle est là, il y a 11 clips de sous-titres. Si je ne coche pas exporter les sous-titres, que je ne lui dis pas que je veux qu'il soit brûlé dans la vidéo, qu'il soit inséré directement sur la vidéo, ou que je lui dise que je les veux en fichier séparé. En plus on peut choisir le format voilà, du sous-titre. On peut lui dire lesquels on veut inclure. Ici j'en ai qu'un. C'est intéressant parce qu'en fait, ici, il s'appelle sous-titre 1. On va se faire ça, tiens, je vais désactiver pour l'instant. Je vais retourner dans la page Edit, et ici, je vais cliquer simplement dessus, et je vais lui dire, ça c'est mes sous-titres en français, FR. Je pourrais ajouter une ligne de sous-titres. Voilà. Vous voyez, ici, il a rajouté une deuxième ligne de sous-titres qu'il a mis au-dessus. Et puis, je vais dire, par exemple, ce serait mes sous-titres en anglais. OK ? Donc là, maintenant, j'ai deux lignes de sous-titres. Alors, il faudrait que je les mette. Je pourrais rajouter mes sous-titres en anglais. Ici, nous avons deux lignes de sous-titres. On ne peut en choisir qu'un. Vous voyez ici, soit c'est le français, soit c'est l'anglais, affiché. On va afficher le français. Et lorsque je retourne dans ma page Deliver, ici, je vais lui dire que je veux exporter les sous-titres. J'exporte les sous-titres. Si je lui dis, j'exporte les sous-titres et je veux les afficher, les brûler dans la vidéo, en fait, il va tout de suite brûler dans ce sous-titre-là, qui est le français. Et là, c'est brûlé dans la vidéo, donc en fait, il va venir exporter les sous-titres en français. C'est ceux qui sont affichés. Si je reviens dans ma page Edit, que je modifie, j'inverse, je vais mettre les sous-titres anglais, je reviens dans la page Deliver, ça va être les sous-titres anglais qui vont être brûlés dans la vidéo. Ok ? Alors, je vais revenir pour qu'on les voit affichés, je remets le français, je reviens ici, et donc ici maintenant, si je lui dis non, on va les exporter comme un fichier séparé. Ici, on va le faire en SRT, et on va pouvoir lui dire lesquels on veut exporter, les français et ou les anglais, voilà, on peut choisir, et on va lui dire, je veux exporter ces fichiers. Alors là, l'anglais, il n'y en a pas, mais enfin, il est vide, mais il exporterait un fichier vide d'ailleurs, pour les sous-titres anglais, et dans le dossier dans lequel on va décider d'exporter son projet, Resolve va aussi inclure deux fichiers de sous-titres qu'on va pouvoir mettre ensemble, et ensuite avec les lecteurs qui sont capables de lire les sous-titres, on pourra aller les lire. Voilà. Vous avez ici des options donc pour exporter les sous-titres. Je ne vais pas le faire ici, je n'en ai pas besoin, et je vais retourner chercher ma timeline 1. Parce que c'est ça que je vais exporter au final. Voilà, ça c'était les options de sous-titres. Le reste sont des options pour exporter directement sur YouTube. Donc en fait, ici, si on ouvre, par exemple, on va lui dire « Je veux uploader directement sur YouTube ». On clique ici, on va lui donner un titre, une description, etc. etc. Et puis, il va exporter directement sur YouTube à condition que dans vos réglages, vous ayez mis vos noms d'utilisateurs et mots de passe de YouTube. Ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Je vous laisse y retourner. Je vous mets la référence de la vidéo quelque part à l'écran. Voilà, une fois que nous avons fait tout ça,
nous pouvons faire deux choses. La première serait d'envoyer notre vidéo en cliquant sur ce bouton et on va le faire ici. C'est fait. Et notre vidéo est partie ici dans la liste d'attente. La seconde, ce serait de sauvegarder les réglages que nous avons fait ici avec les réglages avancés, etc. C'est de sauvegarder ça pour en faire un preset, un réglage qu'on irait réappeler ensuite. Donc en fait, on viendrait ici sur le menu d'options, le sauvegarder comme un nouveau preset. Il nous ouvre une boîte de dialogue. Moi, je vais appeler ça Resolve 101, puisque c'est le preset qu'on a fait dans notre vidéo de Resolve 101. Je fais OK. Et ici, vous voyez, il a créé un preset Resolve 101. Donc en fait, lorsque je reviens pour une autre vidéo, par exemple, j'ai changé, on va dire que j'ai changé, j'avais mis le preset ProResHQ, je peux revenir, je peux cliquer ici et dire je veux repasser dans mon preset Resolve 101 avec tous les réglages que j'avais prévus. Si j'en crée un autre, par exemple, hein, ici on était en Apple ProRes, je viens dire que je veux changer, je veux être en H265, voilà, en utilisant toutes ces choses-là. Et ici, je vais lui dire qu'on va le sauvegarder comme un nouveau preset. Voilà, on va l'appeler Resolve, toujours 101, mais cette fois-ci H265. Voilà, on dit OK. Et maintenant, ici, vous avez un petit chevron dans vos presets. Et lorsque vous cliquez sur le chevron, alors moi j'ai un petit souci d'affichage parce que j'ai deux écrans et Resolve n'est pas très content avec ça. Il l'affiche ici, hein, au lieu de le mettre là, il le met là-bas. Mais voilà, vous le trouvez ici, vous avez Resolve 101, Resolve 101 H265 et vous pouvez passer de l'un à l'autre directement simplement en cliquant sur votre chevron. Voilà, avec mon petit problème d'affichage. Voilà, vous avez vos presets qui sont là, comme ça, et lorsque vous êtes ici dans le Resolve 101, vous pouvez venir ici le supprimer, l'exporter, ou alors voilà, le modifier, parce que vous allez pouvoir, ici, prendre un preset, modifier des choses dedans. Par exemple, si je dis ici, j'ai mon preset, je veux venir, je suis plus en 4.2.2 HQ, mais en 4.2.2, voilà. Là, je l'ai modifié une fois, mais si je reviens, je resélectionne mon preset, il va me remettre en 4.2.2 HQ. Donc, je peux ici cliquer sur le menu, venir sur mon Resolve 101, qui est mon preset, et lui dire de l'updater, voilà, de le mettre à jour. Je le mets à jour et il va me dire ici, ça va changer de manière permanente votre réglage. Moi, ici, j'avais changé de 4.2.2 HQ à 4.2.2 et je lui dis, hop là, voilà, on l'update, on le met à jour et lorsqu'on va venir le resélectionner, donc d'abord le H265, je change, ici il est bien en H265, je reviens resélectionner mon preset, voilà, et on est bien en 4.2.2, il l'a mis à jour. Nous avions exporté ici celui-ci, nous l'avions exporté, nous avions prévu de l'exporter, parce qu'il n'est pas encore fait, nous avions prévu de l'exporter en 4.2.2 HQ. Donc maintenant, je vais choisir, si je change de preset, H265, on va lui donner peut-être un autre nom, parce que sinon ça risque de poser un problème dans le dossier. On va l'appeler H265, puisqu'il est en H265. Je lui dis que je l'ajoute à la render queue. Et ici, nous sommes ici et nous avons une file d'attente des rendus. Si je clique ailleurs qu'il était sélectionné, hein, ce travail était sélectionné, si je le garde sélectionné, ici, je peux lui dire, OK, on va rendre un des fichiers, et uniquement celui-ci. Si je clique dans le vide, il va me proposer de tout rendre. Donc en fait, ici, dans la file d'attente, en fait, on peut mettre plusieurs jobs. Là, c'est 2 fois la même timeline, mais je pourrais lui dire maintenant, OK, maintenant je vais travailler sur la timeline 2, c'est cette fameuse timeline 2 qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, cette fameuse timeline 2. OK, je vais la sortir, je vais l'exporter en H265. Je vais voilà, dire mon projet, mais c'est une timeline 2. Voilà, je fais tous mes réglages, je l'ajoute à la file d'attente. Voilà, donc ici, nous avons maintenant 3 jobs à exporter. Hein, voilà, la timeline 1, la timeline 1 et la timeline 2. On peut changer ici le nom du job, hein, si on veut le faire. Voilà, ou le laisser, hein, voilà. Le job, ouais. On pourrait ici venir cliquer sur le crayon pour modifier, c'est-à-dire que lorsqu'on clique sur le crayon, il va nous le recharger ici dans les réglages. On va modifier des réglages pour ensuite le renvoyer dans la render queue. Ici, vous avez le menu options, voilà, qui nous propose un certain nombre de choses, de voir tous les projets, etc., ou de tout de nettoyer, hein, de supprimer ceux qui ont déjà été travaillés, ou de tout supprimer pour recommencer. Et puis voilà, nous arrivons au dernier clic
de cette formation sur les bases de DaVinci Resolve, puisque lorsqu'on va cliquer sur Render, alors soit tous, soit un seul, mais voilà, lorsqu'on va cliquer sur Render All, par exemple, ici, DaVinci Resolve va exporter notre chef-d'œuvre, le mettre à l'endroit où on a décidé de le mettre, et on peut le laisser travailler en fond. Donc, en fonction de la vitesse de votre station de travail, eh bien, soit vous préparez un projet et vous le rendez, en général ça va assez vite, soit eh bien, vous décidez d'en préparer plein, de cliquer sur Render, et de soit partir vous faire un café, soit partir vous coucher, parce que vous avez travaillé, si vous êtes un passionné, comme on est nombreux à l'être, vous avez travaillé jusqu'à pas d'heure dans la nuit, et il est l'heure d'aller se coucher, pour pouvoir, demain, montrer votre chef-d'œuvre à votre famille, à vos amis, à l'internet et à tous ceux à qui vous souhaitez le montrer. Et donc, voilà, avant de cliquer sur ce bouton Render All, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, avoir partagé avec moi cette première série de vidéos sur les bases de DaVinci Resolve. N'hésitez pas à aller écouter le podcast dans lequel on va un peu plus loin ensemble, on discute, les épisodes vont arriver au fur et à mesure. Et puis, n'hésitez pas non plus à ce qu'on se crée une communauté qui serait la plus bienveillante possible, pour répondre à nos questions. J'ai essayé dans cette série de vidéos de répondre à un maximum de questions que je voyais sur les forums par des personnes qui découvrent le logiciel et qui ne trouvent pas ce qu'ils voudraient faire, ne comprennent pas pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas chez eux, et vraiment vous donner les bases et un petit peu plus, parce que voilà, moi je suis passionné de ce logiciel, il est passionnant et on peut vraiment y passer énormément de temps et on en apprend tout le temps. Donc si on vient ensemble se créer une communauté bienveillante qui va s'en apprendre, on va en apprendre ensemble pour accompagner les personnes qui ne savent pas, eh bien faisons-le, un petit peu de bienveillance dans ce monde de brut, ce serait super. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.